Dans cette dernière partie de matinale, nous recevons François Dubois, essayiste, ancien officier de police judiciaire, ancien gendarme. Bonjour François Dubois et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Écoutez, Raphaël, donc, lui connaît cet ouvrage, Alice au pays de Lucifer. Moi, je connaissais Alice au pays des merveilles. Et donc, c'est avec plaisir. Vous êtes un petit nouveau sur ce format. Vous êtes aussi un des cadres dirigeants de Profession Gendarme, je crois, et Profession Gendarme qui sera un des partenaires d'ailleurs de la soirée du 1er mars dont Raphaël vient de parler, en plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, à partir de certainement, enfin en début de soirée. Allez, on ne va pas en dire plus pour l'instant. Oui. Je suis le vice-président effectivement de l'APG, l'Association Profession Gendarme, voilà, en attendant que Ronald passe la main un jour. Très bien. Alors François, voilà, François chasse l'autre. François Martin parlait justement d'un sujet que vous devez avoir abordé à un moment donné dans ce livre, Alice au pays de Lucifer. D'ailleurs, j'ai tout de suite fait référence à votre livre lorsque a été évoqué par François cette notion de mise en miroir, diabolique, qui est d'inversion. Inversion, on sait bien que le gardien du seuil dans le miroir, c'est justement Satan, le diable, le gardien de la limite aussi. Et je crois que cette dimension eschatologique n'échappe pas à cet ouvrage. Qu'est-ce que, si vous voulez, si on commençait justement par cet aspect-là au regard de ce que l'Occident, la France peut faire, c'est-à-dire donner l'impression d'être systématiquement à l'envers des intérêts de notre pays. Oui, tout à fait. Alors, le but de mon ouvrage était de démontrer justement le process de l'inversion des valeurs et d'expliquer en quoi il est le produit d'une évolution historique et anthropologique de l'homme dans la société occidentale. Oui. Et de montrer justement par quel chemin il avait abouti à la situation actuelle. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on se retrouvait avec une cérémonie des Jeux Olympiques aussi riche en symboles. Oui. C'est un livre qui permet de comprendre le sens profond de tout ça et de donner une dimension finalement à toutes les décisions politiques qui sont prises, à la politique en général, voire à la géopolitique par extension, la dimension théologique de laquelle elle ne s'est jamais réellement séparée, puisque la théologie a toujours influencé les sphères profondes du pouvoir et leurs grandes orientations et leurs grandes décisions. Qui plus est, c'est un livre qui traite aussi de l'aspect matériel, et du spirituel, qui met en confrontation le spirituel et le matériel. Et dans cette grande confrontation, il pose la question de la réification de l'homme, c'est-à-dire de sa transformation en objet marchand, et donc de la place de l'homme dans la société actuelle, comment il s'envisage et quelle destinée ça lui promet. Voilà, donc effectivement, il y a une dimension eschatologique, et par ailleurs, plus on s'enfonce dans le livre, et plus vers la fin, il y a des parallèles qui sont directement faits avec des passages de l'Apocalypse, parce que, et j'utilise l'histoire d'Alice au pays des merveilles parce que c'est un formidable levier pour l'expliquer, parce qu'elle a elle-même une dimension eschatologique. C'est en faisant des comparaisons avec l'univers cauchemardesque de la reine et de tout ce qu'elle peut représenter que je peux expliquer quelque part ces allégories, et expliquer en quoi elles sont apocalyptiques, et ce que représentent aussi ces personnages. Alors, faut pas oublier que par exemple la grande prostituée qui règne assise sur les eaux, les eaux, ça c'est l'Apocalypse de Saint Jean, voilà, les eaux représentent les peuples, hein, et la grande prostituée sur laquelle il est inscrit Je suis Babylone, elle renvoie au mythe de la tour de Babel, hein, qui est un exemple même de la construction universaliste cosmopolite, du monde globaliste et du mondialisme voulu. Donc tout ça c'est pas sans rapport, je veux dire, et en même temps il y a la notion de faux contrat dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la fausse religion, les religions déviées.
qui conduisent justement les peuples à abandonner la vraie spiritualité et les vraies valeurs chrétiennes. Donc là, on rentre dans le mécanisme de l'inversion des valeurs, etc., etc. Mais le livre, effectivement, dévoile tout ça. Il explique les mécanismes qui permettent d'aboutir à tout ça sur le plan sociétal, au niveau de l'ingénierie sociale, ce qui fait qu'il y a une vision assez holistique parce que ça prend l'homme dans son ensemble, à travers l'ensemble des sciences humaines, et ça met tout ça en interaction. Donc c'était le défi, c'est parce que c'est un concept qui peut paraître assez complexe, et c'était de le rendre accessible à tous et d'en faire un livre qui fasse profondément réfléchir les gens sur la façon dont on évolue et qui modifie un peu leur esprit critique. Alors pour les personnes qui sont déjà éveillées, c'est un livre qui est très utile pour étoffer leur argumentaire, mais pour les gens qui sont encore abreuvés par le discours de la doxa, c'est un excellent livre aussi pour briser ces mécanismes de soumission et s'émanciper. Voilà, donc dans les deux cas, c'est une pilule rouge. Exemple concret, François Dubois, justement, alors je vous prends au mot, les cérémonies des JO, comme à partir justement de ce mécanisme intellectuel et conceptuel que vous développez dans ce livre, quelle interprétation en faites-vous? Les cérémonies des JO, c'est une normalisation de l'inversion. Donc il y a quelque chose de très luciférien là-dedans. D'ailleurs, Lucifer, c'est pas un terme qu'on retrouve dans la Bible, hein, soit dit en passant. Hein, c'est le porteur de lumière, c'est une appellation romaine qui est issue de Vénus, etc. Donc mais il y a un message dans les Jeux Olympiques qui vise à normaliser l'inversion totale, l'inversion intégrale. Donc on retrouve tout ce qui caractérisait finalement les valeurs chrétiennes, qui sont quelque part, enfin, si on peut parler des valeurs helléno-chrétiennes, qui sont les fondements de notre société, de notre monde, on les retrouve toutes inversées. Et on vous dit, voilà, aujourd'hui, s'inscrire dans le progrès, s'inscrire dans le futur, eh ben, c'est adopter cette norme. Donc c'est vraiment le but, puisque de toute façon, le but d'une telle cérémonie, c'est un but de communication. Après, il y a un but pour passer un message qui va être décrypté par des gens peut-être plus initiés. Mais pour les masses, c'est de communiquer sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut normaliser. Donc là, il y a vraiment ça. C'est pour ça qu'on retrouve des blasphèmes, qu'on retrouve des images de la Révolution française, on retrouve tous ces grands moments historiques qui ont conduit au grand bouleversement et à la destruction finalement des fondamentaux chrétiens et des bases sur lesquelles se sont construites la France. Bien. Alors, il y a aussi dans votre livre le concept central de société du spectacle de Guy Debord aussi, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, justement, tout à l'heure, je parlais de marchandisation de l'homme, de réification de l'homme, de transformation en homme. On ne peut pas parler de l'illusion, parce qu'on vit dans un monde finalement, comme on le décrivait, qui est satanique et qui, par essence, est illusoire, puisque Satan présente une illusion du monde. Il veut faire de l'homme Dieu à la place de Dieu. Objectif inatteignable, mais il lui donne l'impression que, et cette illusion, quelque part, c'est l'illusion du spectacle, et à sa façon, Debord, parce qu'il a une inspiration marxiste, transpose cette illusion à nos rapports dans le monde de la consommation et de la production. Et donc, le parallèle était très intéressant à faire pour expliquer justement le côté, convenu de la société par rapport à ces modèles de consommation, par rapport à ces modèles de production. En gros, ce sont les modèles de production qui déterminent déjà à l'avance ce qui Debord appellerait le faux attendu. Et tout ça, ça contribue à faire tourner la société du spectacle, y compris d'ailleurs les médias dans leur ensemble. Je ne parle pas forcément des journalistes, mais je parle du média dans le sens générique du terme.
qui sont une fabrique du consentement quelque part. Et donc, tout ce que produisent les médias est déjà le produit de la consommation des gens et donc est déjà attendu. Donc, on est dans la production du faux attendu. Donc là, il y a vraiment un rapport matérialiste, on va dire, à la vision du monde dans lequel on se situe. Et ça, c'est intéressant de le dénoncer parce que le matérialisme est l'antithèse de la spiritualité et quelque part aussi de la chrétienté. Et c'est le matérialisme, et c'est l'essor du matérialisme justement à travers l'histoire. Alors, ça commence, enfin, il y a la Renaissance, la Réforme, etc. Ça commence avec les modernes, mais qui se sont eux-mêmes inspirés, qui ont regardé en arrière vers l'Antiquité, hein, parce que le matérialisme, ça remonte à bien plus longtemps, hein, Démocrite, Lucrèce, etc. Mais après, Hobbes, Diderot, etc., les modernes, et puis le matérialisme dialectique, etc. Et donc, finalement, avec tout ça arrive l'athéisme et un monde qui permet au capitalisme de se développer sans les verrous du christianisme. Parce que, à mon sens, le plus gros frein de la libéralisation des marchés et de l'essor du capitalisme, ça reste la religion catholique. Oui, ben oui. Alors, le thème du jour que je souhaite aborder avec vous, François, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour l'actualité, justement. Donc, nous allons être dans le préattendu médiatique. Je plaisante, mais à peine. Donc, il y a eu cette conférence à Paris, non pas celle d'hier, des clowns de l'oligarchie européenne, mais une semaine auparavant, avec Modi, le Premier ministre indien, coprésidé avec Macron, sur cette intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler actuellement, évidemment. Un des maîtres de l'entourage de Trump qui dirige le Doge n'est autre qu'Elon Musk. Donc évidemment, il y a beaucoup d'actualités en ce moment sur la concurrence des grands entre la Chine et les États-Unis en particulier. Quel rôle l'Europe peut jouer sur ce sujet. Mais avant de rentrer dans ces détails, François Dubois, peut-être se questionner sur l'intelligence artificielle en tant que telle. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un danger absolu? Alors, la question du danger de l'intelligence artificielle est une question qui revient tout le temps, effectivement. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle est abordée souvent sous le même angle, c'est-à-dire qu'elle est abordée par des techniciens spécialisés de l'intelligence artificielle qui, à travers toutes les découvertes et à travers la technologie qu'ils maîtrisent, tentent de nous expliquer qu'on va arriver à la fameuse singularité qui avait été évoquée, donc le point de singularité qui avait été évoqué par Bernard Vinge et puis qui a été popularisé par Ray Kurzweil, qui travaille chez Google dans Singularity is Near. Cette singularité, c'est un point où l'IA serait en capacité de devenir quelque part autonome, comme une entité à part entière, et ce serait un stade à partir duquel la société humaine serait complètement dépassée par les capacités technologiques de l'IA, et donc là, on aurait un point de basculement qui serait potentiellement dangereux pour l'humanité. Alors c'est vrai que c'est un scénario un peu dystopique, un peu apocalyptique, qui est présenté comme ça de façon de façon un peu brutale par ces gens-là. Moi, je pense que l'IA est avant tout un outil. C'est un outil informatique, c'est un outil virtuel, non palpable, qui n'existe pas en réalité. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'illusion, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'il y a une interaction concrète dans le monde du réel, mais demain, je débranche la prise, il n'y a plus d'IA. En revanche, moi, je vois les choses d'un point de vue plus ontologique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut envisager la dangerosité de l'IA à travers l'homme lui-même, c'est-à-dire dans quel type de société, ou plutôt quel type de société utilise l'IA. Et à partir de là, quelles répercussions cela va engendrer sur l'homme et donc sur le monde dans lequel il évolue. Donc ça, c'est une question majeure. Alors aujourd'hui, on nous parle d'IA
à tout niveau. Si on interroge le quidam dans la rue, si on lui parle d'IA, il va penser immédiatement aux IA génératives, c'est-à-dire ChatGPT, Llama, etc., qui sont des modèles qui permettent de questionner et d'avoir des retours. Donc, c'est des codes linguistiques qui permettent de répondre et qui créent d'ailleurs une illusion de pensée, mais qui ne pensent absolument pas, qui font des synthèses. Et donc, on pense à ça. Et on ne voit pas à quel point le combat est ailleurs, quelque part, puisque la plupart des grands enjeux économiques et géopolitiques se jouent au niveau de l'utilisation des IA spécialisées, et ce, dans tous les domaines, que ce soit le domaine industriel, que ce soit l'ingénierie, que ce soit le médical, que ce soit le milieu militaire. Là, l'impact de l'IA est énorme. Je dirais même qu'il est monumental, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas à quel point c'est révolutionnaire et à quel point c'est une invention qui n'en est pas une à part entière, parce que l'IA est le fruit d'une évolution historique depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. L'IA est le fruit de travaux qui ont de plus en plus évolué pour aboutir à l'IA. Mais en comparaison, je pense que c'est presque aussi important quelque part que l'impact de la bombe atomique sur la géopolitique mondiale, à bien des égards. L'IA, justement, spécialisée, elle est déjà partout. Et aujourd'hui, un pays qui n'investit pas suffisamment dans l'IA va être un pays qui va être dominé, qui va être contrôlé. Donc, comme le disait Elon Musk en 2014, la boîte de Pandore est ouverte. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont lancés dans l'IA ont contraint de toute façon les autres à le faire. Et maintenant, la course est lancée. On peut utiliser par exemple l'IA pour perfectionner des cyberattaques, on peut utiliser l'IA pour fluidifier des transactions bancaires, etc., etc. Aujourd'hui, le pays qui n'a pas ça, eh ben, il est relégué, il est à la ramasse. Et on a un problème d'ailleurs en Europe à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop délégué nos compétences aux Américains parce que vassalisés aux Américains. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, la situation n'a pas été anticipée. On se retrouve dans une position quasi antagoniste avec eux et on se retrouve dans un besoin de nécessité de retrouver une autonomie stratégique qu'on avait perdue. Et en ce sens, c'est très compliqué pour l'Europe qui ne bénéficie pas des effets d'échelle qu'ont eu les Américains avec leurs grandes entreprises, qui n'a pas l'avance aussi en termes de chronologie, puisque les Américains, ça fait déjà des années qu'ils investissent dans ce domaine et qui n'ont pas aussi bénéficié des mêmes financements, parce que les Américains ont été à l'avant-garde. Ils le sont toujours un peu, mais ils sont collés de très près, voire parfois dépassés par les Chinois. Voilà. Et ce qu'on appelle donc ces grandes entreprises, les hyperscalers, les grandes entreprises de la tech, rentrent dans une véritable guerre entre elles, une guerre commerciale, donc qui tourne autour de l'IA. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.